L'avantage entre la maladie et les vacances, c'est que j'ai enfin pu rattraper des Disney et j'ai enfin regardé Raya et le dernier dragon. Et du coup, tout ce que je peux dire, c'est que le film il est... Eh bien bonjour à toutes et tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On est là entre les fêtes de Noël avec des vidéos que je voulais faire bien plus tôt, mais malheureusement les dernières semaines étaient un peu compliquées, vous avez déjà un peu compris vu le nombre de vidéos que j'ai sorties et les petites explications que j'ai déjà données. Mais ces vidéos-là me tiennent à cœur parce que ce sont des vidéos qui me semblent nécessaires. Encore maintenant, sur internet et aussi en tournoi, et ça c'est plus compliqué déjà, je vois encore beaucoup de gens qui posent souvent des questions de règles qui paraissent assez claires et assez simples si jamais elles sont bien expliquées. Et normalement, il y a pas mal de ces questions qui ne devraient plus être posées lorsque je vois des tournois ou des trucs en ligne. Du coup, étant donné que il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites sur le sujet par d'autres personnes, je me dis que c'est à mon tour de mettre ma petite pierre à l'édifice et de vous proposer une vidéo qui va parler des 10 mots-clés actuels sur l'Orcana, car il y en a tout pile 10. Et pour éviter de faire des vidéos d'une heure, eh bien, on va découper ça en deux. On va s'occuper de 5 mots-clés dans cette partie 1 et de 5 autres mots-clés dans la partie 2. Évidemment, j'ai essayé de répartir un peu les poids pour que les vidéos fassent à peu près la même longueur. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais ça devrait aller. En tout cas, on est là donc pour parler des différents mots-clés, rappeler les règles, même si vous les connaissez sûrement par cœur. Par contre, on va peut-être rajouter un petit peu d'analyse derrière, et surtout, on va parler des petits points de règle pointilleux si jamais il y en a des questions qui reviennent très souvent. Et donc, on va commencer tout doucement avec un mot-clé assez simple. On va parler du mot-clé offensif. Ici, en exemple, on a Captain Crochet et la légende de l'épée dans l'enclume. Les deux cartes possèdent, entre guillemets, le mot-clé offensif. Captain Crochet l'a de base. La légende de l'épée dans l'enclume le donne à un personnage quand elle est jouée. Qu'est-ce que ça fait offensif? Vous devez le savoir. Offensif, c'est très simple. Votre personnage a un boost à sa force, donc à son attaque, entre guillemets, quand il va en défi, quand il part défier quelqu'un. Ce bonus d'attaque est présent uniquement lorsque c'est lui qui initie le défi et n'est présent que pendant le défi. C'est très important. L'attaque ne reste pas jusqu'à la fin du tour. Pour donner des exemples très simples, imaginons qu'on arrive à donner offensif à une Alice légendaire du chapitre 2. Eh bien, certes, elle aura peut-être beaucoup d'attaques pendant son défi, et peut-être que pendant son défi, grâce au boost d'attaque, elle aura tous ses points de l'or en plus, et peut-être qu'un jour sera utile, sait-on jamais. Imaginons un jour une carte qui dit ah là là, quand vous bannissez quelqu'un, vous mettez autant de points de l'or que le lore du personnage qui a attaqué. Bon, on peut imaginer ce genre d'effet là, et là du coup ce serait très intéressant évidemment. Mais en attendant, pour l'instant il n'y a pas d'effet du genre, et du coup Alice, dès la fin du défi, elle perd ses points de force, et même si vous la redressez, même si vous essayez de faire d'autres choses avec, elle n'aura plus ses points de force, et donc potentiellement plus ses points de lore, grâce à offensif. Très important aussi, si jamais il y a des cartes ou des effets qui utilisent la force comme valeur, bah voilà, justement, ça ne marche pas non plus. Il faut forcément que ce soit pendant un défi en tant que défiant, en tant qu'attaquant, l'offensif, donc ça ne marche pas d'autre manière, quelle qu'elle soit. Donc, mot-clé assez simple, pas de subtilité particulière, juste se souvenir que ça marche que si vous défiez. Ah, par contre, attention, si vous redéfiez dans le tour en redressant votre personnage, évidemment, vous l'avez à nouveau le bonus de force. Ça, il n'y a pas de souci. Mais offensif, c'est un mot-clé qui rend les cartes compliquées parce que, à part des cartes comme Captain Crochet qui sont incroyables, souvent ce sont des cartes qui vont certes être très efficaces pour bannir des personnages adverses pendant leur tour, mais qui derrière vont avoir très peu de force et donc vont pouvoir se faire gérer très facilement. C'est pour ça que on voit de moins en moins de cartes avec offensif dans les decks de manière générale. Petit mot-clé numéro 2. Un bon mot-clé bien connu que j'aimerais bien voir plus souvent sur les tables, parce que pour l'instant il n'est pas trop présent. Le mot-clé rempart, avec comme exemple Simba à 2 en ambre, qui était ultra joué au chapitre 1 et qui est encore pas mal au chapitre 2, on va pas se mentir. Et Hercule, qui était des fois un peu joué, mais très rarement, on va pas se mentir, il est un peu moins bien. Mais c'est dur de trouver des remparts intéressants. Donc justement parce que soit ils ont d'autres mots-clés et je voulais éviter, soit voilà, c'est toujours un peu compliqué de trouver des trucs sympas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux les remparts? Petit 1, quand vous les jouez, vous pouvez les jouer inclinés. Attention, ceci ne permet pas de payer un coup. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'imaginons que certaines cartes vous demandent d'incliner vos personnages en tant que coup pour faire une capacité. Je pense par exemple, je crois que... Non, c'est pas les panneaux, c'est... Ah, j'ai un doute. Petit cut. C'est donc le contrat irrévocable, j'avais oublié le nom de la carte, mais donc des cartes comme ça qui vous demandent d'incliner des personnages pour faire des effets, eh bien vous ne pouvez pas vous servir du fait que votre personnage s'incline pour rempart pour remplir le coup d'une autre carte. Donc vous ne pouvez pas en profiter pour faire ça directement quand il rentre en jeu, ça ne marche pas comme ça.
payer un coup, c'est payer un coup. On en parlera plus en avant quand on parlera du mot-clé charge dans la deuxième partie de ce genre de petites interactions. Toujours est-il qu'il peut s'incliner direct en entrant en jeu, et que, tant que ce personnage est incliné, l'adversaire doit l'attaquer si possible. La règle, pour l'énoncer à l'oral et faire un truc à peu près bien, c'est très simple. Lorsque vous défiez un personnage, lorsque vous voulez déclarer un défi sur un personnage adverse, si un personnage adverse a le mot-clé rempart, vous devez le prendre pour cible obligatoirement. Lui ou un des autres personnages qui ont le mot-clé rempart. Voilà. De ce côté-là, c'est plutôt simple. Tant qu'il est incliné, il faut l'attaquer lui en priorité. Et si jamais il y a plusieurs remparts, évidemment, vous pouvez choisir quel personnage avec rempart incliné vous allez attaquer. Petite technicité, justement. Si jamais, pour une raison X ou Y, en face, le personnage avec rempart est incliné, mais qu'il n'est pas défiable ce tour-ci. Exemple typique, vous lui avez donné insaisissable avec la clochette en émeraude. Si vous n'êtes pas insaisissable vous-même, vous ne pouvez pas l'attaquer. Sauf que c'est lui que vous devez attaquer. Auquel cas, vous pouvez attaquer un autre personnage. C'est là où le si possible est très important. C'est-à-dire qu'un personnage avec rempart, si jamais il n'est plus défiable par quelconque effet que ce soit, eh bien c'est pas grave. Vous pouvez attaquer quelqu'un d'autre à côté. Ça ne marche plus. Si jamais il y a deux remparts et que vous empêchez un d'être attaqué, vous devez quand même attaquer le deuxième. Attention, il ne faut pas en profiter non plus. Mais voilà, tant qu'il y a un personnage rempart qui est une cible légale, vous devez l'attaquer. Ça se résume comme ça. Et on parle d'insaisissable, ce qui fait une super transition vers le mot-clé numéro 3, qui est justement insaisissable. Insaisissable, c'est aussi un mot-clé plutôt simple à comprendre. Ceux qui jouent à Magic pourront tout simplement se référer au vol dans Magic, car c'est tout à fait similaire. Et il y a souvent des mécaniques comme ça dans d'autres jeux de cartes, sur la phase, etc. Bref, il y a plein de trucs dans le genre. Ici, c'est très simple. On a comme exemple donc Mini et Robin des Bois, parce qu'il y a une petite quand même nuance entre le fait d'être insaisissable et le fait d'être insaisissable pendant son tour. Insaisissable, c'est très simple. Pour pouvoir attaquer un personnage qui est insaisissable, pour pouvoir le défier donc, vous devez vous-même être insaisissable. Point. Il n'y a aucune autre subtilité. Du coup, insaisissable, quand vous l'avez tout le temps, c'est clairement un mot-clé défensif. Le but, avant tout, c'est clairement de profiter du fait que vous êtes dur à attaquer. Et souvent, on va associer insaisissable avec des personnages qui ont beaucoup de lore. Comme ça, vos personnages vont pouvoir partir à l'aventure, faire plein de lore, sans facilement être attaqués par l'adversaire et donc sans facilement être gérables. Ce qui est plutôt cool, en général. A l'inverse, avoir insaisissable que pendant son tour, ça veut dire que vous ne profitez pas de l'effet défensif, vous ne profitez pas du fait que vous ne pouvez pas vous faire attaquer. A l'inverse, par contre, vous pouvez attaquer les insaisissables. Et donc, autant insaisissable tout le temps c'est défensif, la plupart du temps, autant avoir insaisissable que pendant son tour, c'est clairement offensif. Et ce sont clairement des personnages dont le but est de gérer les insaisissables adverses. Robin des Bois typiquement, mais aussi Cruella ou Jafar au chapitre 2, sont clairement là pour ça, ils sont là pour gérer les insaisissables adverses. S'il n'y en a pas, ils géreront autre chose, il n'y a pas de souci, mais c'est leur priorité absolue. Donc voilà, insaisissable, pas trop de tricks, à part le petit trick avec rempart dont on a déjà parlé avant, justement, qui permet de passer outre les remparts. C'est pour ça que donner vous-même insaisissable à un personnage qui est rempart, c'est nul. Et du coup, de la même manière, il y a certaines cartes qui donnent insaisissable, et autant avoir insaisissable pendant son tour est uniquement offensif, genre c'est Lee, je crois, en acier, qui peut donner insaisissable à vos personnages pendant votre tour, voilà, ça servira juste à gérer les insaisissables adverses. Par contre, si vous avez un moyen de donner insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, là, clairement, c'est un moyen de protéger votre personnage et de faire en sorte que même s'il est incliné, il soit très difficile à défier. Le mot-clé numéro 4, résistance. Résistance, pareil, pas un nombre de petits tricks à savoir vraiment élevé, mais 2-3 choses à savoir quand même. Comme exemple, j'ai pris Cendrillon. Bon, elle a le mot-clé alter, j'ai un peu triché, je sais, mais en même temps, des personnages qui ont résiste et qui sont très très joués de base, sans autre mot-clé, il n'y en a pas des masses. Donc Cendrillon, et j'ai aussi pris Douzaine 2 pour avoir un exemple d'événement, d'action plutôt, qui donne en résistance à plusieurs personnages, donc à des personnages pendant vos tours, etc. Avant toute chose, résistance, s'il y a bien une chose à noter qui est primordiale, c'est que ça protège de tous les dégâts reçus. Si c'est vous qui attaquez un adversaire, vous prendrez moins de dégâts. Si c'est l'adversaire qui vous attaque, vous prendrez moins de dégâts. Si c'est une action adverse, que ce soit un personnage ou une carte action, qui met des dégâts à votre personnage, vous en prendrez moins, etc. Vraiment, ça protège absolument toutes les menaces.
Et ce qui est vraiment très important à noter, c'est que si jamais vous avez un effet qui donne résistance jusqu'au début de votre prochain tour, vous avez 2 fois l'effet entre guillemets. Car vous allez avoir l'effet une première fois pendant votre tour si vous décidez d'attaquer un adversaire, mais vous l'aurez une deuxième fois pendant le tour adverse si derrière l'adversaire décide de vous mettre des dégâts sur votre personnage. C'est donc un mot-clé très efficace, autant offensivement que défensivement, même si la vocation est défensive, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un mot-clé fait pour que vos personnages durent plus longtemps à table. Bah mine de rien, le fait de pouvoir s'en servir pour attaquer efficacement les personnages adverses, c'est aussi un moyen d'être offensif à table grâce à ce mot-clé. Petite chose à noter. Au chapitre 3, on a eu quelques spoils déjà, pas des leaks mais des spoils, là pour le coup, donc je reste dans le domaine légal de ce qui a été montré par Ravensburger. Et on a vu un personnage capable de bouger les points de dégâts. J'ai pas encore parlé des spoils, mais je vais en faire dans pas longtemps parce que je vais encore en avoir 20 d'un coup et ça va tout exploser, ça va être génial. Mais, chose à noter, Résistance précise bien qu'il diminue les dégâts reçus. Le fait de déplacer des jetons de dégâts, ce ne sont pas des dégâts reçus, ce sont des dégâts déplacés. Et donc, les déplacer des jetons de dégâts passent outre résistance. Donc, à noter quand même que, mine de rien, le game design est fait en sorte que quand ils sortent un mot-clé ou des choses, ils essaient de sortir les contres à chapitre d'après. Typiquement, on peut voir, ce qui est assez intéressant en termes de game design, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'insaisissables dès le chapitre 1 et peu de moyens de les gérer. Bah pouf, chapitre 2, plein de personnages peuvent gagner insaisissables pendant leur tour. Chapitre 2, on sort un nouveau mot-clé résistance, censé gérer les dégâts directs. Bah, si jamais c'est trop fort, au cas où, pouf, chapitre 3, ils ont prévu un moyen de passer outre résistance. Je trouve cette façon de faire le game design très intéressante parce que si jamais une mécanique est trop forte, pas besoin de banlist, pas besoin de restrict list, on aura normalement des contres au chapitre d'après. Est-ce qu'on aura des contres pour le rubis améthyste au chapitre 2? Nous verrons ça au chapitre 3. On a fini sur résistance. On va pouvoir passer au 5e et dernier mot-clé de cette vidéo, un mot-clé qui est un peu plus coton et donc que j'ai mis en dernier, le mot-clé alter, avec comme exemple 2 alters très connus du chapitre 1 et du chapitre 2, Clochette et Stitch Rockstar, Clochette Géante et Stitch Rockstar, qui sont 2 excellentes cartes, très très jouées, et d'ailleurs très très jouées dans le même deck souvent. Alors, alter, beaucoup de choses à dire. Petit 1, au niveau des règles de base, on peut jouer un personnage alter pour le coup d'alter sur un personnage avec le même nom, qu'importe la couleur, qu'importe que ça soit la même version ou pas, etc. Donc déjà, petite chose à savoir, on peut jouer un personnage avec alter sur un personnage qui est déjà alter. Typiquement, si à un moment vous avez absolument besoin de la capacité de Clochette à mettre un dégât à tout le monde, que vous l'avez en main, mais que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas les moyens de la poser et de faire le reste de votre tour, mais que vous avez déjà une Clochette Géante en jeu, vous pouvez jouer votre Clochette Géante sur votre Clochette Géante et mettre un à tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça fonctionne. Et donc, dans de rares situations, poser un alter sur un alter, ça se fait très bien. Vous pouvez même poser un alter sur un personnage plus cher. Souvent, ça sera moins efficace, mais par exemple, si vous avez un Stitch Rockstar en main et que vous avez qu'un Stitch Surfer à table et qu'il vous faut absolument jouer votre Rockstar pour vraiment pas cher, pareil, vous avez besoin d'encre, etc., on sait jamais, bah voilà, vous pouvez le poser sur votre Surfer, il n'y a aucun problème là-dessus. À savoir, vous pourrez même vous faire gagner une game un jour si vous manque pile un point de l'or et que votre Stitch Surfer, il est déjà sec, parce que justement, si le personnage de base était sec, l'alter sera sec aussi. Et à l'inverse, si le personnage de base n'était pas sec, le alter que vous jouerez ne sera pas sec. À ce compte-là, on le joue à côté en général. Chose très importante parce que du coup, vous connaissez bien le fameux coup du je pose une petite clochette à 3, boum, clochette à 6, je mets un tout le monde, j'attaque, je te bannis un personnage, et du coup je mets 2 dégâts à côté, d'un coup, d'un seul, comme ça arrive, voilà, vous connaissez un peu les astuces. Dans les choses un petit peu plus tricky à savoir. Premièrement, quand vous jouez un personnage en alter, tout ce qu'il y avait en dessous ne compte plus. Les stats, on s'en moque, les mots-clés, on s'en moque, les textes, on s'en moque. Typiquement, quand vous jouez votre Aladdin alter sur la version émeraude qui avait hors d'atteinte, le Aladdin alter n'a pas hors d'atteinte. Par contre, si jamais vous avez, ou si l'adversaire a mis un effet sur le personnage de base, typiquement, si jamais l'adversaire a joué La bête est à moi sur votre Aladdin à 3, on va dire sur la 2 il est hors d'atteinte, sur votre Aladdin à 3, en rubis, si vous jouez votre Aladdin à 7, il aura
toujours combattant. Donc, il sera obligé d'attaquer, etc., etc. Le mot-clé combattant, c'est la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, on a plein de choses à dire sur combattant. Mais l'idée est là, si un effet est donné au personnage de base, l'alter le gardera ensuite, parce que c'est la même carte en soi, c'est le même personnage. Juste tout ce qu'il y avait avant décrit sur la carte ne compte pas, c'est ça qui est important. Autre petite subtilité, si vous réduisez le coût d'un personnage via des effets comme prof ou comme la lanterne en ombre, ça réduit aussi le coût de l'alter. Alors, je sais, c'est contre-intuitif de ouf, et pour moi c'est ultra pas logique. J'irais même jusqu'à dire que c'est plutôt un mauvais ruling de la part de Ravensburger. Mais toujours est-il que ça a été validé par les devs et confirmé sur les coups Twitter et les questions-réponses, etc. Donc c'est sûr et certain. Si vous utilisez une lanterne, vous réduisez le coût d'entrée de jeu du personnage et il est considéré qu'alter est un coût d'entrée de jeu. Pourquoi pas? C'est un coût de jeu en soi, un coût pour jouer. Donc ça fonctionne. Si jamais vous avez mis votre lanterne, imaginons, tour 1, vous jouez votre petit Stitch. C'est comment déjà? C'est tour 2, vous jouez votre lanterne. Et du coup, tour 3, c'est ça, vous pouvez jouer votre Stitch Rockstar un tour plus tôt. Par exemple. Je sais plus exactement, je sais qu'il y a une astuce par rapport à ça, mais là tout de suite, je m'en souviens plus. Mais bref, l'idée est là. Ah non, attends, c'était comment? Non, c'était pas tour 2, je crois, c'est Stitch. Et tour 2, tu joues lanterne. Et tu l'inclines et il te reste non, je sais plus, bref, mais il y a une astuce comme ça, je m'en souviens plus. Je l'avais vu en tournoi, mais là tout de suite, je m'en souviens plus. Désolé pour le coup. Mais vous avez l'idée, lanterne réduit le coût d'alter, donc si vous avez plein de lanternes en jeu, vous pouvez jouer au personnage en alter moins cher. À savoir, ça permet des jeux plus tôt quand même. Et pour finir, dernier petit point sur l'alter, le coût de jeu d'un personnage, ça reste quand même celui en haut à gauche. Le vrai coût du personnage. Pas le coût pour le jouer, le vrai coût du personnage, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et du coup, même si vous faites une lanterne, bah, vous pouvez pas juste attendre un alter à 6, vous pouvez pas juste attendre une clochette ou un Stitch Rockstar, malgré le fait que vous ayez utilisé une lanterne juste avant, parce que le coût de la carte, lui, ne change pas. C'est le coût pour jouer le personnage. Ça paraît vraiment bizarre, mais il faut imaginer que le coût de jeu du personnage et le coût pour jouer le personnage sont deux choses différentes, c'est deux mots différents. Et du coup, lanterne, ça réduit le coût de l'alter, mais ça réduit pas le coût pour jouer le personnage avec juste à temps. Voilà. On a fait 5 mots-clés, vidéo de moins de 20 minutes, je suis assez content quand même, j'avais pas trop combien de temps ça allait prendre. La partie 2 arrive donc normalement dès demain, parce que je vais essayer de sortir les vidéos coup sur coup. Et donc dès demain, vous aurez les mots-clés charge, mélomane, soutien, hors d'atteinte et combattant. Et avec ça, on aura vu les 10 mots-clés de l'Orcana et leur subtilité. Bien évidemment, si vous avez des questions de règles ou des petits commentaires, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je suis toujours preneur de retour pour ce genre de format quand je fais des choses un peu différentes que d'habitude. Donc n'hésitez pas à interagir, ça fait toujours plaisir. Et si jamais on se revoit pas d'ici le 31 ou le 1er, eh bien passez de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.